Bien, si on pouvait voir les collègues de l'autre côté. Vous nous parlez? Ah, voilà. Donc, nous les avons tout en haut de l'écran. Donc, bonjour Karine Seller, directrice de la formation Économie Emploi au cabinet Sémaphore du groupe Alpha. Bonjour aussi à Delphine de Kermadec Dal, consultante, et aussi à Léla pardon, consultante au niveau du cabinet Sémaphore. Bonjour, vous nous entendez? Oui, on vous entend bien, bonjour. Bonjour. Donc je disais que effectivement, donc aujourd'hui, suite à l'amendement déposé par le gouvernement sur la demande du député Serge Letimi, dans le cadre du débat sur le projet de loi sur la formation professionnelle et la démocratie sociale, adopté le 7 février 2014, amendement autorisant une habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution et permettant au Conseil régional de Martinique de fixer en matière de formation professionnelle des règles relevant du domaine de la formation. Nous vous avons sollicité à nouveau au niveau du cabinet Sémaphore de manière à nous présenter les enjeux et les champs du possible de ce service public régional de formation en matière de formation professionnelle. Vous avez la parole, Karine Seller. Merci beaucoup. Effectivement, merci de me donner finalement l'occasion de poursuivre ce qui avait déjà été évoqué de façon un peu rapide lors du premier acte des assises régionales. Vous m'avez demandé de vous présenter finalement quelles sont les options possibles, le champ des possibles en matière de création de services publics, et puis aussi de donner quelques indications sur les impacts qui sont liés à ce projet de création d'un service public régional. Ma présentation s'appuie bien sûr sur la volonté qui a été affirmée par la région Martinique de créer ce service public, et elle s'appuie sur la réalisation de plusieurs travaux dans d'autres régions qui se sont lancés dans ce projet de création de service public, et elle va être illustrée à plusieurs, à peu près sur chacune des thématiques par des réalisations en région. Alors parfois des réalisations qui sont déjà en place, parfois des réalisations qui sont en cours de se déployer, et qui apportent finalement des éléments d'éclairage intéressants. Il nous paraissait intéressant de vous le restituer sur finalement bien sûr les enjeux clés, mais aussi plus globalement sur l'analyse des forces et des faiblesses de ces différents projets qui ont été conduits en région. Alors globalement, la création d'un service public, c'est l'occasion de renforcer la politique de formation de la région. Ça a été d'ailleurs très fortement affirmé par Daniel Robin lors des assises du mois de décembre de la formation professionnelle, lors de l'acte 1. L'objectif, c'est de penser ce renforcement de la politique régionale de formation à partir donc de la lecture finalement des enjeux clés pour la région. Quels sont ces enjeux clés? Quelles sont ces caractéristiques aussi du point de vue emploi-formation? Ce projet il doit aussi partir de l'analyse des forces et faiblesses des modalités actuelles de la commande, des programmes de formation de façon plus large. Et puis aussi sur une lecture des modalités de mise en œuvre telles qu'elles existent au sein des organismes de formation. Je voudrais rajouter que ce projet, il doit forcément aussi s'appuyer sur les réalisations qui sont déjà en cours, et notamment sur tout le travail que vous avez conduit autour de la charte qualité. Et donc c'est bien à partir de l'existant, de ce qui fait un peu vos forces et des projets en cours qu'il faut penser ce projet de création du service public. Alors de notre point de vue, conduire un projet de cette nature suppose finalement de conduire en parallèle au moins 3 chantiers finalement, qui ont chacun leur enjeu et qu'il faut conduire globalement en parallèle. Ça suppose de réinterroger, de repenser, de re-questionner l'organisation des programmes de formation de l'ensemble de la commande.
D'ailleurs, en ce qui concerne la Martinique, il y a une partie qui est une commande publique, de l'achat public, et puis il y a une partie aussi qui concerne les aides individuelles. C'est sans doute une réflexion d'ensemble qu'il faut conduire sur ce volet-là. Il y a une deuxième thématique qui est de définir ou mieux formaliser les nouvelles obligations de service public. Dans le cadre de ce service public, on va revenir sur cette notion d'obligation de service public, et ce qu'elle recouvre, et ce que ça veut dire que d'ouvrir un chantier autour de la redéfinition des obligations de service public. Et puis enfin, il y a un troisième volet qui est de réinterroger finalement les modes de contractualisation avec les opérateurs. Comment est-ce que la région contractualise avec les opérateurs de formation et de le réinterroger, de le repenser dans une nouvelle optique pour justement permettre à ce que les objectifs du service public soient mieux traduits. Et au final, c'est bien l'objectif de renforcement de la politique régionale qui découle finalement de ces trois chantiers, avec l'idée qui est de penser aussi la place du stagiaire, de l'usager, au cœur un peu de ce dispositif. C'est-à-dire que l'idée de la création d'un service public, ça répond aussi à l'idée de renforcer le service rendu au public. C'est bien cette question, à notre avis, qui est une question centrale. Et donc la place de l'usager est forcément une question tout à fait importante. Donc l'idée, c'est de vous présenter de façon succincte, de balayer rapidement l'ensemble des enjeux et les champs des possibles sur ces différents chantiers, encore une fois avec l'éclairage de ce qui a été fait dans un centre de région. Alors premièrement, champ des possibles et enjeux du point de vue de l'organisation des programmes de formation. On a en fait, on voit bien dans la plupart des régions qui ont créé leur service public, elles ont finalement conduit un travail de redéfinition de l'organisation de leurs programmes de formation. C'est d'ailleurs pas forcément venu tout de suite, mais à l'occasion de ce travail de construction du service public, ça conduit nécessairement à se dire comment est-ce qu'on structure notre intervention, est-ce qu'il atteint son objectif, et du coup, est-ce qu'on ne peut pas repenser la structuration et l'organisation du programme de formation. Dans la plupart des régions qui ont conduit ce chantier, l'objectif, c'est de renforcer la fluidité des parcours des personnes. En fait, la plupart des régions, elles ont eu à cœur d'éviter, à partir des diagnostics qu'elles avaient fait le plus souvent en région, d'éviter des situations d'attente, d'interruption ou de rupture de parcours, voire des situations d'abandon. Et donc, en fait, ce travail dans la plupart des régions a conduit globalement, donc la quasi-totalité des régions, à regrouper plusieurs programmes dans des logiques de parcours intégrés. Alors, il y a deux types finalement on a constaté deux types de modalités concrètes en région. Premièrement, dans l'ensemble de régions, et d'ailleurs souvent, c'est pas l'une ou l'autre, c'est plutôt penser les deux en articulation. D'une part, l'idée c'était, dans beaucoup de régions, il y a eu une volonté de regrouper au sein d'un même programme toutes les prestations de mobilisation et d'insertion dans des logiques de parcours intégrés. Et puis, il y a eu aussi une volonté de regrouper au sein d'un même programme des actions de tout ce qui concerne la préqualification et la qualification avec un système de pré-réservation. Alors, on a fait un petit schéma qu'on va peut-être vous montrer tout de suite pour montrer un peu la façon dont ça a pu se décliner. C'est un schéma global qu'on peut retrouver avec des intitulés différents, mais dans beaucoup de régions. On a globalement des régions qui ont voulu regrouper dans un même parcours intégré, donc tout ce qui concerne les prestations d'orientation, compétences clés, savoir de base, remise à niveau, découverte métier, et de le mettre dans un même ensemble. Je pense à la région Midi-Pyrénées qui achetait chacune de ces prestations de façon séparée, avec à chaque fois des délais d'attente très importants pour les stagiaires. Il y a une volonté de penser le parcours dans son ensemble, dans la continuité, et de permettre que les stagiaires soient vraiment au cœur du système et qu'il n'y ait pour eux pas d'interruption. Charge aux organismes du groupement de faire en sorte que le parcours soit fluide. Et puis le deuxième grand axe, c'est la deuxième grande flèche bleue que vous avez, qui était de regrouper la préqualification et la qualification. On n'est pas obligé de rentrer en préqualification, mais dans un certain nombre de régions, il y avait des dispositifs de préqualification. Et ensuite, quand on poursuivait en qualification, il y avait des délais d'attente qui pouvaient être très longs et donc parfois des stagiaires qui abandonnaient. Donc l'idée, c'est qu'on s'inscrit dans le programme préqualif-qualif. Et puis, si on a besoin d'une préqualification, donc remise à niveau métier, vraiment dédié métier, alors la place, elle est pré-réservée en qualification. Et puis après, on peut avoir d'autres aides individuelles ou d'autres programmes qualifiants. Et donc, l'objectif, avec nos petits
nos petites encadrés rouges, c'est de montrer qu'il y a des liens à construire. Et notamment, ça supposait dans ces régions dans ces régions, elles ont mis en place des obligations de service public, c'est-à-dire qu'elles ont dit aux opérateurs, il y a ces deux parcours intégrés, mais vous devez travailler ensemble. C'est une obligation de service public qu'on vous impose, en quelque sorte, c'est de construire des modalités de coopération pour que l'ensemble des parcours des personnes soient plus fluides. Donc voilà ce qu'on a rencontré. Alors on peut prendre rapidement quelques exemples. On a rencontré ça par exemple sur le regroupement pré-calif-calif en Île-de-France. C'est aussi un système qu'on a retrouvé en Picardie. C'est un système auquel pense aujourd'hui la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin vraiment, ça fait partie des axes un peu importants qu'on retrouve dans de nombreuses régions. Autre dimension, c'est le regroupement de l'ensemble des actions de remobilisation-insertion. Là aussi, on retrouve ces projets-là en Île-de-France, en Picardie, en Poitou-Charentes. C'est des projets qui sont à l'œuvre en ce moment en Basse-Normandie, en Île-de-France. Enfin, on pourrait citer un très grand nombre de régions qui sont en train de s'inscrire dans ces projets. Donc ça, c'est finalement le premier grand chantier que se posent la plupart des régions à l'occasion de la création des services publics. Deuxième grand chantier, c'est finalement définir, redéfinir, re-questionner les obligations de service public. Alors qu'est-ce que c'est des obligations de service public? En réalité, c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Aujourd'hui, dans n'importe quelle région, qu'elle ait créé formellement ou pas son service public, de fait, il y a des obligations de service public qui s'imposent. C'est de définir un certain nombre de règles de mise en place du programme. Par exemple, dire que le programme est gratuit, c'est une obligation de service public. L'opérateur est obligé d'appliquer le principe de la gratuité de l'action de formation pour les stagiaires qui sont financés par la région. On pourra multiplier les exemples. Mais finalement, la création du service public, c'est de l'occasion de les réinterroger et de mieux les formaliser. De se dire, est-ce qu'à l'occasion du service public, on peut se reposer la question, d'ailleurs ensemble. L'enjeu, c'est que ce soit une approche qui soit assez partagée entre l'ensemble des acteurs, entre les opérateurs, entre la région bien sûr, qui a un rôle majeur en la matière, mais aussi avec les opérateurs et puis ceux qui sont en charge du conseil aux personnes. Les missions locales, Pôle emploi, les Cap emploi, etc. Pour se dire que finalement, dans le cadre d'un programme de formation, qu'est-ce qu'on attend des opérateurs de formation comme éléments de mise en œuvre qui sont, de notre point de vue, absolument incontournables. Alors, dans les exemples de région, on trouve plusieurs types d'obligations de service public. Les premières, c'est celles qui sont classiques dans le cadre d'un service public, comme dans n'importe quel service public. On retrouve le principe d'égalité, le principe de gratuité que j'évoquais à l'instant, le principe de continuité du service public, c'est-à-dire que le service public, il ne s'interrompt pas et il y a une continuité. Ça, c'est un peu les obligations classiques qu'on retrouve quel que soit le service public, pas simplement en matière de formation. Et puis ensuite, il y a des obligations de service public qui sont spécifiquement liées à l'activité de formation. Le principe, par exemple, d'individualisation de l'action de formation, le principe de création de modules ou de modularisation, le principe de territorialisation, c'est vraiment lié. Enfin là, on est vraiment sur de l'obligation de service public spécifique qui est liée à l'activité même de formation. Et puis on retrouve ensuite une troisième catégorie qui est très articulée avec ce que je viens de dire finalement, qui peuvent être des obligations de service public spécifiques liées à certaines catégories de publics ou certaines catégories de programmes. Par exemple, on peut considérer que sur certains programmes, il y a des enjeux d'accessibilité, par exemple d'accessibilité sociale. Si on veut que tout stagiaire, y compris les plus en difficulté, puissent accéder au programme, ça suppose de penser des obligations de service public spécifiques autour de cet enjeu de l'accessibilité. De même, ça suppose de penser des modalités d'accompagnement des publics. Les publics les plus éloignés, on n'est pas simplement dans du face-à-face pédagogique et donc il faut aussi prévoir des modalités d'accompagnement. Alors ça peut être, on a mis quelques exemples, ils ne sont pas du tout exhaustifs. Le positionnement du stagiaire, que vous connaissez bien, les organismes de formation, et qui est réalisé d'ores et déjà en réalité dans le cadre de la commande publique. Mais c'est une autre approche en termes de partenariat pour favoriser l'accompagnement social des stagiaires. On va revenir dans le détail et on va illustrer. Ça peut être du travail de coopération entre les différentes personnes et acteurs en charge des parcours, les prescripteurs, donc que j'évoquais tout à l'heure, mission locale, Cap emploi, Pôle emploi, mais aussi d'autres acteurs qui sont en cas d'accompagnement social des personnes sur les territoires. Ça peut être la désignation de référents
soit de référents de parcours, soit de référents pédagogiques. Ça peut être des dispositions spécifiques pour éviter des situations de rupture. On va essayer d'illustrer du coup concrètement quelques exemples. Et ça, c'est un chantier auquel la plupart des régions se sont livrées, qui consiste, encore une fois, on ne fait pas de table rase, on ne parle pas de rien, beaucoup de choses existent déjà, mais on le re-questionne. Et du coup, c'est un peu ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que ce projet de création de services publics, c'est aussi de se dire c'est quoi les forces et les faiblesses de notre mode d'intervention actuel et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. C'est pour ça que ça va être très lié aussi avec la démarche qualité. Tout ça participe du même objectif, de l'amélioration et du renforcement de l'intervention en matière de formation pour la région. Alors, donc du coup, concrètement, quelques éléments d'illustration. Plusieurs régions se sont donné comme objectif spécifique de cibler les publics les plus en difficulté. On peut citer 2 exemples, la région Poitou-Charentes et la région Picardie. Elles ont pris une décision qui était de dire pour nous, ce qui est déterminant, c'est que pour une partie du programme qui est destiné aux publics les plus en difficulté, on entre sans sélection. Ce qui veut dire qu'il y a un positionnement au point de départ du programme qui est réalisé par l'opérateur de formation. Mais en fait, tout bénéficiaire qui a bénéficié d'un conseil en orientation doit pouvoir entrer en formation. Et le positionnement, il ne sert pas à vérifier le prérequis de la personne, mais à adapter le parcours. Donc, on prend tout le monde, quels que soient, entre guillemets, ses prérequis, et on adapte le parcours. Du coup, ces 2 régions, elles sont allées un peu jusqu'au bout de la logique. Elles ont dit, on entre sans sélection, mais on prend acte du fait que pour certains, il va falloir allonger les parcours, et certains parcours pourront aller jusqu'à 24 mois. Et du coup, la région a mis en place, y compris des systèmes de pilotage, pour s'assurer de la bonne régulation d'ensemble du système. Voilà une première illustration. Deuxième illustration, on est toujours sur ce sujet de l'accès des publics les plus loin à la formation. Et les régions ont formalisé dans leurs obligations de service public, mieux formalisé, on va dire, l'enjeu de l'accompagnement des publics. Alors certaines ont généralisé l'idée d'une formation qui est individualisée, avec la mise en place de référents pédagogiques obligatoirement mobilisés pour suivre les stagiaires. D'autres ont mis en place des systèmes d'accompagnement très élaborés dans le cadre de programmes un peu sur mesure, qui concernent peu de publics, mais qui sont vraiment avec un accompagnement qui est très très important tout au long du parcours. Autre chantier, de nature un peu différente, certaines régions en ont profité pour s'interroger sur le bon niveau de territorialisation du programme. Certaines ont, par exemple, distingué et conduit une réflexion sur une redéfinition de ce qui va être les différents niveaux de sa commande. Certaines ont distingué des actions à recrutement national, dans une optique de concentration des moyens compte tenu de coûts d'infrastructure. Donc on est plutôt sur des actions de formation qui ont des coûts d'infrastructure avec des équipements coûteux, importants. Et ça, c'est quelques actions qui sont identifiées comme ça et qui ont donc un recrutement régional et avec une seule implantation en région. Et puis à côté de ça, des actions qualifiantes régionales qui sont, elles, déclinées sur tout le territoire dans une optique de proximité, qui n'ont pas cette problématique de concentration de moyens compte tenu justement de ces coûts d'équipement. Et puis on a aussi des régions, les mêmes ou d'autres d'ailleurs, qui ont pensé les actions spécifiques en fonction du tissu économique, parce qu'il y avait des besoins spécifiques sur certains territoires en lien avec le développement économique, et donc qui ont pensé finalement une autre catégorisation. Il y a un autre exemple qui nous paraissait intéressant. Typiquement, ce premier exemple que je donnais, c'est un exemple qui est appliqué en région Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Le deuxième exemple, c'est la région Limousin, qui a pensé de façon assez différente son approche en termes de territorialisation. La région, elle a souhaité penser une offre de proximité à moins de 30 minutes. L'idée, c'était d'une couverture territoriale équilibrée sur tout le territoire. Il fallait que n'importe quel stagiaire puisse avoir une offre de proximité à moins de 30 minutes de chez lui. Sur un certain nombre de filières stratégiques pour la région, pas forcément sur la totalité, mais dans cette optique-là, en disant qu'au-delà, finalement, il y avait des sentiments d'exclusion, et d'ailleurs au-delà du sentiment, des situations et des phénomènes d'exclusion de certains types de publics qui sont peu mobiles, et on sait que ce sont souvent les publics les plus en difficulté qui sont les moins mobiles en l'occurrence. Donc voilà un deuxième chantier important autour de cette question de niveau de territorialisation.
Troisième chantier, toujours à titre d'illustration, un certain nombre de régions ont souhaité renforcer les coopérations et les partenariats entre les opérateurs. On en fait finalement une obligation de service public. Pour eux, il y avait un enjeu majeur de faire en sorte que les opérateurs coopèrent mieux. C'est un constat qui est assez partagé en région. En fait, on a des types d'opérateurs qui sont différents, notamment entre ceux qui sont présents sur l'amont à la qualification, tout ce qui est des formations d'insertion, en fait, au sens large du terme, et puis ce qui est plutôt l'offre qui est positionnée sur le qualifiant, avec des situations de rupture aussi pour les stagiaires, parce que on n'est pas sur les mêmes types d'organismes, et donc pas forcément sur les mêmes approches pédagogiques, et avec des situations de rupture et voire d'abandon qui peuvent être consécutives à ça. Et donc il y a plusieurs régions qui ont souhaité introduire comme obligation de service public cet enjeu de la coopération. Il y a des régions qui l'ont imposé, comme la région Picardie, qui a imposé des modalités de partenariat entre opérateurs. Certains opérateurs, donc c'était une obligation dans la proposition que devaient faire les organismes de formation. Certains sont allés assez loin d'ailleurs. J'ai le souvenir sur un territoire d'organismes qui ont recruté ensemble en temps partagé un seul et même référent entre ceux qui étaient sur l'amont à la qualification et ceux qui étaient sur le programme qualifiant. Et puis on retrouve ces mêmes approches en Île-de-France, aussi dans la commande publique en Île-de-France, avec des logiques de visite d'organismes du qualifiant au sein des organismes du préqualifiant et inversement. Alors, c'est des choses qui existent déjà. On ne peut pas dire qu'on part tout à fait de zéro. Là, encore une fois, il ne s'agit pas de faire table rase, il s'agit de re-questionner pour améliorer et de n'oublier finalement aucune question un peu importante. Quatrième chantier important qu'on a identifié aussi à titre d'illustration dans quelques régions, c'est la volonté d'harmoniser les pratiques, notamment sur tout ce qui concerne l'amont à la qualification. En fait, sur tout ce segment-là, il n'y a pas de référentiel commun à tous les organismes de formation. Et donc, il y a certaines régions qui ont souhaité conduire un travail qui a été très partagé, qui a été un travail de co-construction d'un référentiel commun à tous les organismes de la commande publique, dans cette optique d'harmoniser les pratiques. Donc, c'est le cas en Île-de-France, c'est le cas en Picardie, avec cette optique finalement de conduire les opérateurs à déjà se réunir et penser ensemble les articulations et demain harmoniser les pratiques. En Picardie, ils travaillent sur un outil numérique, en priorité sur les jeunes missions locales, dans une optique de traçabilité et pas dans une optique de contrôle. Ce qui aussi caractérise de façon importante ce chantier-là, c'est qu'on est vraiment dans une optique de traçabilité et de coopération et pas dans une optique de contrôle. Sur ce volet pédagogique, c'est vraiment des dynamiques de travailler en commun qui l'emportent plus que des logiques de contrôle en tant que telles. Et puis ensuite, chantier peut-être suivant, il y a des régions qui ont été aussi attentives à l'évolution de la commande publique. C'est-à-dire à l'idée de dire il faut éviter que pendant la période où on a la contractualisation, tout soit figé, qu'on ne puisse pas faire bouger les choses. Alors c'est une des difficultés sans aucun doute du marché public, c'est que finalement une fois qu'on a signé le contrat, une fois qu'on a répondu à l'appel d'offres et que tout est contractuel, les choses sont relativement figées. Et donc il y a un certain nombre de régions qui ont voulu justement penser une façon de faire évoluer la commande. Alors il y a différentes modalités. En Île-de-France, la région elle a autorisé finalement, elle a instauré dans le marché le principe que l'opérateur de formation pouvait solliciter la région pour faire évoluer la commande. Alors, il faut évidemment que ce soit une sollicitation de l'opérateur de formation et que la région l'accepte et que ça ne bouleverse pas ce qu'on appelle l'économie générale du contrat. Mais c'était une façon de faire en sorte que les choses ne soient pas figées une fois pour toutes. En Rhône-Alpes, on est sur une approche un peu différente. En fait, il y a une commande qui est triennale, tous les 3 ans, qui est de l'action collective, de la commande publique. Et puis, à côté de ça, il y a une enveloppe qui est gérée de façon plus réactive et qui permet justement d'éviter Alors, du coup, ce n'est pas la commande qui change, c'est une approche un peu différente, c'est qu'on peut faire de la commande complémentaire et cette commande, elle est à la main du territoire. Et puis, il y a d'autres régions, vous connaissez ça aussi en Martinique, de façon très développée d'ailleurs, c'est la possibilité d'avoir des actions individuelles ou des actions collectives mais hors programmation par des mécanismes de chèque par exemple, qui permet aussi d'avoir de la fluidité dans la commande. C'est le cas en Aquitaine ou c'est le cas en région centre. Donc on voit bien qu'il y a 2 types de réponses différentes. Il y a une réponse qui consiste à dire on a une partie de commande publique qui elle ne bouge pas pendant les 3 ans, mais on a des modalités hors programmation. Et puis ensuite il y a une autre problématique qui est aussi importante, j'ai envie de dire, qui est comment est-ce qu'une fois qu'on a notre commande publique, elle-même, elle peut bouger. Et donc, on va retrouver ce sujet-là quand on va parler tout à l'heure de l'animation, dans 2 minutes, les enjeux d'animation.
c'est aussi comment est-ce que on introduit une autre approche entre les opérateurs et la région, justement pour faire vivre la commande. Et ça, c'est une question qui est tout à fait importante. C'est ce que moi j'appelle les boucles de réaction, c'est-à-dire que la région elle ait les retours des organismes de formation sur ce qui fonctionne bien, pas bien, ce qu'il faut faire bouger, c'est indispensable pour que la commande elle soit meilleure. Et donc ça, c'est dans un nombre de régions, ça s'est traduit par la mise en place de comités de pilotage réguliers qui ont pour objectif de suivre la réalisation du programme, de l'activité, de favoriser le lien partenarial et la mise en réseau. Donc c'est aussi de l'animation pour faire rencontrer les opérateurs, c'est de la coordination pour penser la complémentarité des dispositifs, mais aussi pour dénouer et solutionner des problématiques ou des difficultés de mise en œuvre qui ont été repérées. Autre dimension qui est importante, c'est aussi l'instauration de comités d'usagers qui ont été mis en place dans un certain nombre de régions, je pense là aussi notamment à la Picardie, et qui contribuent au suivi de la qualité, et qui va au-delà des règles finalement du code du code du travail, qui oblige de mettre en place des élections d'usagers, etc. Mais c'est plutôt de mettre en place des comités d'usagers qui régulièrement, dans lesquels il y a des représentants de la région, permettent aussi d'avoir des retours de la part des usagers sur la façon dont se passe le programme. Et puis ensuite, c'est aussi des modalités de pilotage. Donc là, on est moins sur de l'animation, plus sur du pilotage en tant que tel, avec des visites de conformité, la réalisation de bilans, la définition d'indicateurs de suivi et de pilotage. Là aussi, il va falloir penser, pour vous, il y a des enjeux importants de penser l'articulation avec la démarche qualité qui est en cours de déploiement chez vous. Voilà rapidement les quelques axes un peu clés sur ce sujet-là, avec la dernière dimension, qui est cette question de la qualité finalement, qui a été un peu en toile de fond de l'ensemble de la réflexion aussi, pour une région qui se lance dans un sujet de service public, et qui peut conduire à ce qu'on ait des exigences de moyens, mais aussi des exigences de résultats. Donc on voit bien que dans les différentes régions qui ont mis en place des services publics, il y a cette réflexion de se dire on va mettre en place des indicateurs de moyens, mais aussi pourquoi pas des indicateurs de résultats sur un ensemble de volets, par exemple pour suivre le taux d'abandon, suivre le taux de réussite, et ainsi de suite. Et puis il y a des régions qui sont allées un peu plus loin et qui sont, je pense notamment à la région Nord-Pas-de-Calais, où des projets à l'œuvre en réflexion en ce moment en Provence, Alpes-Côte d'Azur et en Basse-Normandie, qui ont mis en place un plan d'amélioration de service. L'idée, c'est de dire tout n'est pas... Quand on se met d'accord avec la région dans le cadre d'une nouvelle commande, donc on a un mécanisme de sélection des opérateurs, l'idée, c'est de dire aussi... qu'est-ce qu'on veut améliorer tout au long de la programmation? Et donc, comment est-ce qu'on construit un plan d'amélioration de service? En Nord-Pas-de-Calais, le choix, ça a été de dire aux opérateurs, nous, on a deux grands objectifs, deux grandes orientations. Sur ces deux grandes orientations, on voudrait que vous fassiez votre autodiagnostic et que vous nous présentiez sur la durée du contrat des modalités d'amélioration progressive, parce qu'on sait que c'est pas du tout rien immédiatement. Il y a des choses qui se construisent sur la durée. On va y revenir dans un instant dans le cadre du deuxième grand chantier à ouvrir, qui est de penser finalement des modes de contractualisation qui soient en cohérence, qui soient pertinents avec l'ensemble du chantier sur le volet plus pédagogique qu'on vient d'évoquer à l'instant. Alors, sur ce volet-là, en fait, il y a dans les régions qui ont mis en place des services publics, il y a plusieurs modes de contractualisation qui sont possibles. D'abord, il y a le mode marché public. On va revenir dans le détail à chacun, dans le détail assez rapidement quand même. Il y a certaines qui ont expérimenté la mise en place d'une délégation de service public, et puis il y a le nouveau système de l'habilitation, qu'il va falloir d'ailleurs distinguer de l'habilitation que vous avez obtenue dans le cadre de l'amendement à la loi Sapin. On va y revenir dans le détail. Premier aspect peut-être, en approche un peu générale, pour le partager en quelque sorte une fois pour toutes, la subvention n'est pas un mode de contractualisation dans le cadre du service public. C'est-à-dire que la subvention, ça existe bien sûr, mais c'est une contribution financière d'une personne publique à une opération qui est justifiée par l'intérêt général, puisque c'est financé par la collectivité, mais qui est initiée et menée par un tiers. C'est-à-dire qu'en matière de subvention, la collectivité, elle ne définit pas le besoin. Elle n'est pas en position de donneur d'ordre. Or, évidemment, en matière de formation, c'est une compétence importante qui a été reçue par les régions. La région, elle va définir le besoin. Et donc, en matière d'action de formation, on ne peut pas être en subvention. Juridiquement, ce n'est pas possible. Alors, après, c'est toute une question de risque et d'appréciation du risque juridique. Mais en tout cas, vraiment, en matière de formation, l'enjeu, c'est de s'assumer comme donneur d'ordre, de définir les objectifs du programme, ses modalités de mise en œuvre. Ce qui prouve d'ailleurs que la définition de la subvention, en réalité, en droit, elle est un peu limitative. Mais c'est comme ça, c'est la définition juridique, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus co-construit
Mais il n'y a pas en droit pour le moment de reconnaissance de cette notion de co-construction. Donc dès lors qu'on est en définition de la commande, on est en commande publique et on n'est pas en subvention. D'un point de vue juridique, ça veut dire que c'est assez clair, hein, on ne peut pas être en subvention dans le cadre, enfin c'est pas une modalité de pilotage dans le cadre du service public. Donc ça c'est la première question. Du coup à partir de là, on a dit ce qui n'est pas possible. La question qu'est-ce qui est possible? Première option, c'est de conserver le principe de l'application au marché public. Dans ce cadre-là, évidemment, la région définit le besoin, elle se place en position de donneur d'ordre, elle peut définir les publics cibles, les actions qu'elle veut réaliser, les moyens qu'elle mobilise, les objectifs, les modalités de pilotage et puis éventuellement des modalités d'évaluation. L'une des difficultés parmi les inconvénients de la subvention, d'abord elle repose sur le déclaratif. Mais encore plus que le fait qu'elle repose sur le déclaratif, c'est qu'elle permet très difficilement de prendre en compte les évaluations des actions de formation sur la période antérieure. Alors, rien n'interdit de le faire à la collectivité. En revanche, la collectivité, elle ne pourra pas privilégier ou, entre guillemets, sanctionner un opérateur parce qu'il aurait été excellent ou très mauvais dans la contractualisation précédente. Elle ne peut pas utiliser l'évaluation qu'elle a réalisée pour la sélection de l'opérateur pour le cycle suivant, ce qui est quand même un non-sens de mon point de vue, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'on a de plus en plus besoin d'évaluation. Deuxième obstacle, le mode marché public, il est très difficile à mobiliser avec cette idée de co-construction de la commande finalement. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, bien sûr que c'est à la collectivité de définir le besoin, mais elle a besoin aussi des retours des opérateurs et de faire de l'ajustement un peu itératif tout au long du parcours. Ça, c'est très difficile en matière de subvention. Et puis, troisième argument, on est sur des modes de contractualisation qui sont limités à 3 ans maximum, et donc sur des durées qui sont quand même relativement courtes et qui ne sécurisent pas les opérateurs sur une période très longue. Donc ça, c'est pour le marché public, que vous connaissez relativement bien. Deuxième aspect, c'est la délégation de services publics. Alors ça, c'est assez rare. Il y a finalement peu de régions qui ont mis en place ce système-là. C'est très innovant. C'est mis en place, enfin, en train d'être déployé. C'est pas encore en place, mais c'est en train d'être déployé en région Nord-Pas-de-Calais, sur le volet compétences clés, donc tout ce qui est savoir de base, compétences clés. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas d'obligation dans le cadre de la délégation de services publics de faire payer une redevance aux usagers. Mais par contre, il faut matérialiser un risque économique. Ça veut dire qu'un opérateur doit avoir ne peut pas avoir la certitude, enfin, il doit avoir une part de son activité qui est variable et qui est liée à son efficacité. Donc, en Nord-Pas-de-Calais, ils ont mis en place un mécanisme de financement, donc conforme, hein, entre guillemets, autour du principe suivant. Les opérateurs, ils sont payés sur, enfin, il y a une part fixe qui couvre, en fait, bon, prenons les coûts de revient de l'activité sur un périmètre, la part fixe qui couvre une partie importante, et puis une autre partie. Alors, en l'occurrence, en Nord-Pas-de-Calais, c'est 80% de la part fixe. La part fixe couvre 80% des coûts de revient. Il y a 20% des coûts de revient qui sont liés à l'efficacité de la gestion du délégataire. Il y a des indicateurs qui ont été définis, que vous voyez hein, sur le support, taux d'insertion, taux de suite de parcours, taux d'abandon, fréquentation. Et puis, en fonction de ces indicateurs, l'opérateur, il va avoir une variation de sa rémunération. Et puis, une autre partie de la part variable qui est incorporée dans le plan d'amélioration de service que j'évoquais tout à l'heure. Les opérateurs en Nord-Pas-de-Calais, ils ont dit, on est déjà à risque d'une certaine façon sur une partie de notre activité, donc ça ne change pas grand-chose. Et c'est un système qui est plutôt bien accepté hein, en région Nord-Pas-de-Calais. Il a plusieurs avantages, c'est qu'il permet de prolonger les durées de contractualisation, c'est sur une période longue. La région première contractualisation sera 5 ans, mais la région réfléchissait même à aller jusqu'à 7 ans. Ça permet de renforcer la qualité avec des objectifs à atteindre hein, et un opérateur qui est en partie rémunéré sur l'atteinte de ses objectifs. Et puis surtout, ça permet d'avoir une phase de sélection qui est beaucoup plus qualitative et puis des phases de co-construction avec l'opérateur. Ça suppose quand même une commande initiale qui est beaucoup plus forte. Et puis du coup, la question c'est est-ce que ça a des inconvénients? Est-ce que la question qui est posée, et ça c'est vraiment un choix politique, est-ce que la notion de risque économique est un inconvénient? Ou est-ce qu'en Nord-Pas-de-Calais, c'était plutôt une volonté politique de dire on ne veut pas un fort risque économique, on veut qu'il soit faible, mais on veut que les opérateurs ils soient un peu challengés sur la qualité. Donc une partie de la rémunération soit liée à la qualité. Et puis, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas forcément de délégation de responsabilité si, et ça c'est important, là c'est conditionnel, la commande elle est bien pensée au point de départ.
Dernière modalité, c'est l'habilitation qui a été introduite par la loi Sapin. Alors, c'est un peu compliqué chez vous parce qu'en fait, vous avez un autre système d'habilitation hein, qui est celui qui est l'amendement finalement. Hein. Alors, l'habilitation, loi Sapin globale, on va dire, hein, c'est quoi? L'idée, c'est de dire le projet de loi, parce qu'on est encore projet de loi hein, pour le moment, va autoriser finalement les régions à habiliter, en fait, en quelque sorte, directement les opérateurs en charge de mettre en place des actions de formation. L'idée, c'est la suivante. On a parlé tout à l'heure des obligations de service public. La région définit clairement les obligations de service public. Et en contrepartie, le déploiement de ces obligations de service public, ils ont un coût. Donc la mise en place du service dans le cadre de ces modalités de mise en œuvre exigées par la région, ça a un coût. Et la région compense ce coût et ses obligations de service public. Donc on est dans une logique qui n'est pas une logique de prix, où chacun définit son prix et puis si on est trop cher, on n'est pas retenu. On est dans une logique qui est complètement différente, qui est on compense le coût de la mise en œuvre du service pour les opérateurs. Donc c'est vraiment un changement de logique assez important. Ça a été expérimenté dans plusieurs régions, alors sous un nom différent, mais qui est le mandatement avec octroi de droits spéciaux. Mais on a aujourd'hui 7 régions qui ont mis en place sur un morceau de leur activité ce mandatement avec octroi de droits spéciaux, qui sera l'habilitation demain. Alors, la condition à réunir, finalement, si on suit le projet de loi, c'est de bien isoler les programmes qui seront concernés. C'est-à-dire que le projet de loi dit que ça doit concerner des actions d'insertion et de formation qui sont destinées à des publics qui rencontrent des difficultés particulières d'insertion. Bon, si on réfléchit, les actions d'insertion et de formation destinées à des publics rencontrant des difficultés particulières d'insertion, globalement, c'est l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc, c'est vraiment le champ de ce qu'est l'intervention régionale en matière de formation. Mais il faut bien le définir et le préciser. Ça suppose de respecter des règles de transparence, publicité préalable et égalité de traitement entre les prestataires potentiels, ce que dit le projet de loi à ce stade, et puis de définir les modalités retenues par la compensation. C'est-à-dire que, ok, on dit qu'il y a un système de compensation des coûts, mais ça suppose de connaître les coûts. Ce qui veut dire que pour calculer la juste compensation, c'est ce que disent les textes, il va falloir que chaque opérateur dispose d'une comptabilité analytique pour démontrer à la région les coûts qu'ils ont effectivement exposés dans le cadre de la mise en place de ce service. Donc c'est vraiment un changement de logique assez important par rapport à ce qu'est le marché public aujourd'hui. Alors elle représente plusieurs avantages, cette solution. Premier avantage, c'est plus d'initiative qui est laissée à l'opérateur. Alors à la fois parce qu'il peut proposer des modalités d'organisation et d'ingénierie, parce que la modalité de sélection de l'opérateur, elle est plus qualitative et il a plus de place pour justement proposer des choses un peu innovantes. Des modalités de dialogue qui vont être complètement différentes avec des enjeux de suivi de qualité. Et donc là aussi un enjeu qualité, données de suivi et de résultats avec la nécessité des transparences sur la grille des coûts, cette notion de compensation financière. Cette modalité, elle permet davantage de coopération et de co-construire avec les opérateurs. Et puis elle est sur une période plus large que les marchés publics, puisque le projet de loi parle de 5 ans maximum. Mais donc c'est quand même, 5 ans, c'est quand même une période importante. Ce qui veut dire que si on est sur une période plus longue, l'enjeu aussi, ça a été pensé en région, c'est de dire on est sur une période plus longue, dans les régions qui l'ont expérimenté, il faut que ça s'adapte en cours de route et qu'on puisse faire bouger le programme en cours de route en quelque sorte. Que ce ne soit pas figé une fois pour toutes. Quelques mots pour finir vraiment sur les impacts et les chantiers qui sont liés à la création de un projet de cette nature, de notre point de vue. Plusieurs impacts à anticiper. Ce que j'évoquais rapidement en termes d'animation tout à l'heure et des modalités de suivi de pilotage. C'est-à-dire, l'ensemble de ce projet, ça conduit quand même à penser autrement l'animation par la région et puis les modalités de suivi et de pilotage. Et c'est vrai pour la région, puis évidemment c'est vrai pour les organismes de formation. Donc ça veut dire qu'il faut mieux définir les modalités de suivi des dispositifs sur un territoire donné, la façon dont on va échanger, construire les échanges entre les organismes de formation, les prescripteurs et la région. On doit penser aussi l'évaluation de la qualité. On doit mettre en place des comités de pilotage. Et puis c'est aussi l'occasion de se dire c'est quoi la modalité de suivi et de pilotage de façon plus précise. Est-ce qu'on met en place des indicateurs? C'est quoi les indicateurs pertinents, etc. C'est vraiment une nouvelle approche à penser. Deuxième impact à anticiper, et c'est vrai globalement dans la plupart des régions, dans toutes les régions en réalité qu'on construit ce système-là, quelle que soit sa forme juridique, qu'on soit en marché, qu'on soit en délégation de services publics, qu'on soit en habilitation demain, ça a conduit au regroupement des opérateurs. C'est-à-dire que, en fait, c'était même parfois une volonté de dire, si on veut que ça soit plus fluide pour le stagiaire, il faut que les opérateurs ils travaillent mieux entre eux, soit qu'ils coopèrent, voire même qu'ils répondent ensemble
à des bouts de commande, et donc qui se regroupent. Alors ça peut dire fusionner, mais au moins coopérer dans le cadre de groupement. Et puis, troisième impact important, c'est la généralisation de la comptabilité analytique dans les modes alternatifs. En tout cas, c'est vrai en délégation de service public et c'est vrai aussi dans le cadre de l'habilitation. Ce n'est pas le cas en marché. Mais dès lors qu'on est dans un mode de contractualisation alternatif au marché public, il faut déployer une comptabilité analytique et ça a des conséquences pour les opérateurs et pour la région. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions d'ingénierie financière et comptable qui sont beaucoup plus importantes et qu'il faut développer. Voilà. Donc il y a un coût un peu conjoncturel. C'est-à-dire au moment où on déploie, il faut vraiment s'investir et sur le sujet. Et puis après, de façon plus structurelle, c'est une fonction comptable et financière qui va s'installer un peu dans les organismes de formation et qui va devenir plus importante, en tout cas qu'on a constaté dans les régions qui ont expérimenté ce type de projet. Un dernier mot cette fois sur ce que ça veut dire finalement, quels sont les chantiers possibles, enfin en tout cas pour une région qui souhaite s'engager dans une réflexion de cette nature. On voit bien le champ des possibles est très large. Moi je n'ai fait qu'évoquer à ce stade quel est le champ des possibles, les options possibles, et puis quelques éléments d'impact pour choisir aussi à partir de l'ensemble des options et des opportunités. Mais en tout cas ça suppose au moins de notre point de vue de conduire une réflexion un peu en 5 étapes, enfin avec 5 axes un peu clés. Ça suppose de se dire quand même, est-ce qu'on a besoin de réorganiser notre programme de formation, de penser leur articulation et comment. Ça suppose, et ça c'est vraiment incontournable de notre point de vue, de penser, repenser, redéfinir ce que sont les obligations de service public, c'est-à-dire les modalités de faire, quoi. Et c'est un travail qui doit être forcément, de notre point de vue, concerté, partagé. Troisièmement, ça suppose aussi de repenser un peu les périmètres des programmes. Et les niveaux de territorialisation, etc. Ça suppose de penser, de réfléchir au mode de contractualisation qui soit pertinent par rapport à la mise en œuvre du service public. Pour avoir un peu d'expérience sur le sujet, en fait, il n'y a pas un mode de contractualisation unique qui est pertinent. Ça dépend vraiment du projet et des attendus, des objectifs de la région et de ses acteurs. Ça dépend aussi de son organisation. Et puis, c'est aussi possible de penser des approches mixtes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément du tout marché ou toute habilitation ou tout DSP. Dans la quasi-totalité des régions qui se sont inscrites dans le service public, on est sur des approches mixtes. Une partie des programmes sont en marché, d'autres sont en habilitation, mandatement. Et puis, de toute façon, ça suppose de prévoir une association des acteurs au processus et un accompagnement des opérateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui s'impose, c'est un projet qui se co-construit. Sachant que la région, elle reste le pilote, donc au final, c'est elle qui décide. Mais voilà, il faut mettre l'ensemble des acteurs dans le processus. Et d'ailleurs, les assises, elles rentrent bien dans cette optique-là de réflexion ensemble, finalement. Et du coup, vraiment en préconisation globale de notre point de vue, avec le recul de ce qui a été fait dans ce nombre de régions, la mise en place d'un processus de concertation est vraiment fortement conseillée, au risque finalement de non-partage et de ne pas atteindre ses buts. Donc vraiment, peut-être comme mot de la fin, vous êtes inscrit dans cette optique et on sait que c'est un axe important pour Daniel Robin et plus globalement pour la région. Vous ne pouvez pas conduire une réflexion comme ça sans la partager et la construire ensemble. Je vous remercie. Merci Karine Seller pour cette intervention extrêmement détaillée, notamment concernant les obligations de service, d'organisation et de contractualisation dans le cadre du service public régional de formation. Donc, nous vous proposons maintenant d'échanger avec les collègues du cabinet Sémaphore avec la précision suivante. Lorsque vous prendrez la parole, vous annoncez, vous présentez aussi votre structure, car je vous signale que ceci est enregistré et vous allez après retrouver sur le site de la GEFBA la bande audio et vidéo de cette intervention. Donc maintenant, la parole est à vous au niveau de la salle. Une première question. Nous avons bien 30 minutes, on peut dire, puisque nous avons jusqu'à 12h15 de discussions avec les collègues du cabinet Sémaphore. Ah, je crois que tout a été dit, peut-être. Je ne sais pas si ça a marché. Ah, voilà. Non. Vraiment, c'est... Voilà. Une question. Non. La première question est toujours...
Marie-Sainte? Non? Il y a quelqu'un? Je ne sais pas. Je sollicite. Voilà. Abel Président. Soit d'ouvrir le débat. Oui, bonjour Karine. Bonjour. Merci de cette intervention donc, qui nous permet effectivement de commencer à envisager tout le parcours dans lequel donc, nous devons, avec l'ensemble des organismes de formation, les partenaires, construire cette nouvelle relation dans le champ de la formation professionnelle. Ce qui est intéressant, effectivement, je crois, c'est de bien mesurer par rapport donc, à la typologie des acteurs, aux missions, la réalité de ce que nous avons à engager. Alors, je n'ai pas vraiment de questions parce qu'on a quand même beaucoup travaillé ensemble donc, sur ces sujets. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de revenir sur la dimension de l'habilitation. Pas l'amendement, mais l'habilitation. Parce que je crois que c'est quelque chose de suffisamment nouveau pour peut-être ouvrir de nouveaux horizons et réellement inscrire la réflexion autour de l'habilitation sur sa durée. Parce que je crois qu'aujourd'hui, à travers ce que l'on envisage de plus en plus, il y a la possibilité de contractualiser sur des périodes plus longues, ce qui autorise donc de fait à être dans une démarche où la dimension de parcours, la préinscription des publics, tout ce qui relève en fait d'une gestion différente, y compris par la collectivité, mais pas seulement, des achats et de la relation contractuelle avec les organismes, est de nature, je crois, à finalement nous donner respectivement davantage de visibilité. Et c'est tout à la fois donc un élément de réassurance côté donneur d'ordre, parce que ça permet effectivement d'inscrire la relation avec des jalons, du balisage, et du côté donc des organismes de formation, de n'être plus, comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui, dans les à-coups de la consultation, qui fait que d'une année à l'autre, on peut être en incapacité, je dirais, de lisser totalement et d'irriguer le marché de façon naturelle par une commande qui soit mieux maîtrisée. Sans même parler bien évidemment de la partie ingénierie, qui elle est au cœur de la démarche, qui doit nous permettre effectivement de mieux serrer les besoins, de mieux les programmer dans le temps et d'être en capacité, en tout cas je l'espère, d'être dans une relation plus confortable en fait pour nos partenaires. Oui, absolument. Alors je ne sais pas si vous voulez que je réagisse immédiatement, mais c'est effectivement l'un des avantages de ce système, c'est donner plus de temps. Et on voit bien que la notion de temps, de temporalité, c'est une question qui revient sans arrêt, qui est un peu un point clé. Elle revient, alors effectivement, parce que plus on est, les consultations trop régulières, elles aussi, comment dire, elles parasitent finalement et l'activité de la collectivité et celle des opérateurs qui sont dans des réponses très régulières, et donc il y a un volet administratif de gestion, d'analyse, etc. Donc il y a une partie de l'activité qui est finalement parasitée, occupée par cette question de consultation très régulière, mais il y a aussi la question de la visibilité sur le long terme. Je partage totalement, c'est vraiment l'un des enjeux qui est le plus important, enfin c'est l'un des enjeux les plus importants. C'est éviter ces situations d'à-coup, donner de la lisibilité, mais c'est aussi permettre aux opérateurs de s'inscrire dans la durée et de se voir autrement. L'enjeu de coopération, il est aussi facilité parce qu'on est sur du plus long terme. C'est-à-dire que quand tous les 2 ans, tous les ans ou tous les 3 ans, on est en concurrence les uns par rapport aux autres, c'est plus compliqué de penser la coopération. Voilà. Alors que quand on est sur des périodes plus longues, a fortiori s'il y a des enjeux des volontés de regroupement, on pense coopérer de façon différente. Donc vraiment, à tous ces égards-là, la question de la durée longue, elle est importante. Mais du coup, on ne peut pas évoquer la question de la durée longue sans penser l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en même temps, si on est sur une durée longue, ça suppose aussi de construire des possibilités d'ajuster de façon régulière le programme. Donc finalement, si moi je définissais les choses, il y a 2 dimensions. On est sur du plus long terme, mais on est aussi dans des ajustements. Donc on est sur de la construction qui est plus itérative. La région Poitou-Charentes nous disait, quand ils ont contractualisé la première fois dans le cadre du mandatement, donc qui sera demain l'habilitation, ils ont dit on avait une idée très précise de ce qu'on voulait en termes d'entrée et sortie permanente. On voulait
sortir de la logique où il n'y a une certification annuelle, et on voulait que les stagiaires puissent entrer de façon régulière dans les parcours, et on était dans une optique d'entrée et sortie permanente. Et donc on l'a écrit dans la commande, en tout cas dans le cahier des charges. Et puis on s'est rendu compte, donc on a sélectionné les opérateurs, ou la région en l'occurrence, et puis quand ils ont déployé le programme, ils se sont rendus compte assez vite qu'en fait ce qu'ils avaient comme idée de ce qui était souhaitable en matière d'entrée et sortie permanente se heurtait à des réalités de terrain qui étaient très importantes. Et donc ils ont ajusté. En marché public, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais on n'a pas tellement le droit de le faire. Alors on le fait, mais en fait on le fait sans le dire. Là, l'idée c'est aussi de rendre possible cela et de construire cette approche plus itérative. Alors, c'est pas parce que l'opérateur va demander quelque chose bouge que la collectivité va être d'accord, mais par contre, si l'opérateur et la collectivité, ou les opérateurs et la collectivité souhaitent faire évoluer la commande, il faut que ça soit possible. Et donc, on est sur des périodes plus longues, mais on peut aussi adapter, ajuster en permanence dans des approches plus itératives. Et ça, c'est vraiment un aspect important. L'autre aspect important de l'habilitation, je l'évoque sans qu'on peut interroger dessus, mais peut-être pour dire un peu ce qui, de mon point de vue, définit vraiment l'habilitation. Donc il y a ce premier ensemble-là que je mets vraiment ensemble, logique de continuité, de contractualisation plus longue avec l'adaptabilité. La deuxième grande logique, c'est de dire on reformalise les obligations de service public. C'est-à-dire que c'est très exigeant pour la collectivité, qui doit dire de façon plus précise ce qu'elle attend des opérateurs. On ne peut plus être dans le flou. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça doit s'imposer, ça peut se co-construire, même si au final c'est la collectivité qui décide, mais être beaucoup plus clair sur les obligations de service public, et en contrepartie on les compense. Donc il y a une espèce de gagnant-gagnant aussi, qui est de dire, on va vous dire plus précisément ce qu'on attend, mais par contre ça on va le compenser financièrement. Donc on est plus transparent finalement, mais transparent au sens politique du terme. C'est-à-dire on est clair sur ce qu'on veut, mais du coup exigeant sur les évaluations. On va compenser financièrement, ok, c'est juste. D'ailleurs, on parle de juste compensation. Mais par contre, on va être plus exigeant sur le résultat. Donc il y a un espèce de deal global aussi, entre guillemets. C'est pour ça que je parle un peu de gagnant-gagnant. Dire on est plus clair, plus exigeant. On est plus transparent donc sur la question de la compensation. Et puis on est aussi plus exigeant, par contre, sur l'évaluation. Donc ça suppose aussi de faire monter en puissance les dimensions d'évaluation. Ce qui veut dire que c'est très exigeant, c'est un projet qui est très exigeant, parce que derrière, si on est exigeant sur l'évaluation, il faut pouvoir évaluer. Et on évalue quoi, comment, et là aussi c'est des vrais chantiers. Derrière ça, c'est le chantier de se dire comment est-ce qu'on évalue une action de formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que vous avez dû vous coltiner à ce sujet-là, qui est un sujet particulièrement important, complexe mais passionnant en même temps, à l'occasion de la démarche qualité. C'est pour ça qu'il s'agit de s'appuyer là-dessus pour le prolonger. Voilà un peu ce qui est, de mon point de vue, définit en quelque sorte l'habilitation. Mais vraiment, je suis ouverte à toutes les questions, parce que comme c'est un système qui est totalement nouveau, je suis sûre que voilà, toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises questions en l'occurrence. Je peux vous poser une question, vous m'entendez? Oui, absolument. Bien, pour me présenter, je suis un élu régional, et plus précisément, je suis chef du groupe de l'opposition, et membre de la commission de formation professionnelle, pour me situer. Donc, une question un peu technique de cette notion d'habilitation. Est-ce que l'habilitation équivaut à une exclusivité? C'est-à-dire, est-ce que une fois que la région a habilité un certain nombre de centres d'organismes de formation pour les 3 ou 5 ans, est-ce qu'elle doit forcément contractualiser qu'avec ces centres-là, ou est-ce que pendant cette période, il peut avoir à travailler avec d'autres centres? Alors en fait, la réponse, elle est oui et non. En fait, c'est exactement identique que dans le cadre d'un marché public. C'est-à-dire que vous avez un programme, vous définissez un périmètre, on va parler de, je sais pas moi, programme compétences clés, savoir de base par exemple. Il est en marché public, vous allez lancer un appel d'offres, sélectionner un certain nombre d'opérateurs. Sur la durée de la contractualisation, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont en charge de la mise en place de ce programme-là. Rien ne vous interdit si vous avez une commande complémentaire, de passer une commande complémentaire. Mais par contre, vous ne pouvez pas déposséder ceux qui sont titulaires du marché du contrat qu'ils ont avec vous.
C'est exactement pareil en matière d'habilitation. C'est-à-dire qu'on peut être sur un système mixte, vous allez habiliter un certain nombre d'opérateurs sur un périmètre que vous allez définir. Vous pouvez dire que c'est tout le programme régional, vous pouvez dire que c'est qu'un morceau du programme régional, choisir lequel. La plupart des régions, enfin non, la totalité en fait des régions qui ont mis en place ce système de façon expérimentale avant l'adoption de la loi, donc qui s'appelait ce qu'on appelle le mandatement hein, dans les régions qui l'ont mis en place, elles ne l'ont pas mis en place sur la totalité du programme. Donc elles ont mis en place sur un bout du programme et pour le reste, elles ont pu passer des marchés publics sur les autres dimensions. Donc en fait, c'est exclusif en fait sur ce périmètre-là. Une fois que vous avez habilité, vous ne pouvez pas priver l'opérateur qui dispose d'un contrat avec vous de la réalisation des prestations que vous avez, sur lesquelles vous êtes engagé, pour lesquelles vous avez un contrat. Rien ne vous interdit par contre, si vous avez un besoin complémentaire sur une période plus précise, d'avoir des modes d'achat alternatifs, identiques ou différents, avec d'autres types d'opérateurs. Donc ça, c'est la réponse juridique. Rien ne vous l'interdit sur des demandes complémentaires. J'ai une réponse complémentaire qui est moins sur le volet juridique. C'est que notre préconisation à nous, c'est de le penser en amont. C'est-à-dire que c'est d'éviter de se retrouver dans des situations de commandes complémentaires au fil de l'eau, etc. Ça peut arriver, ça peut être d'ailleurs prévu. Je pense par exemple à la situation d'Aquitaine, enfin les choix qui ont été faits en Aquitaine ou les choix qui ont été faits en Rhône-Alpes par exemple, où à côté de la programmation, des différents programmes pour lesquels il y a de la programmation collective, il y a la possibilité d'avoir de la programmation plus spécifique. Donc ça peut être prévu. Mais par contre, il faut éviter... Voilà. Donc ça peut être prévu, y compris d'avoir des choses qui sont plus réactives un peu au fil de l'eau, etc. Mais par contre, il faut éviter que ça ne soit pas prévu et de se dire au bout d'un moment... Enfin, voilà. Quand on se lance dans un chantier comme ça, c'est quand même très structurant et pour la région en termes de... Ça suppose vraiment de mobiliser les équipes et puis pour les opérateurs de formation, il faut éviter de se rendre compte au bout de 6 mois qu'en fait on a oublié un pan entier, qu'on voudrait faire un truc alternatif, parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens. Donc ça n'est pas juridiquement interdit, ça suppose d'être bien pensé en amont, qui d'ailleurs a pensé voilà, des modalités de souplesse et de commande un peu au fil de l'eau complémentaires si on le souhaite. Rien n'interdit de le faire. Je pense à un autre exemple, une région qu'on a accompagnée aussi, c'est la région Pays de la Loire, qui avait mis en place, donc a mis en place des système de parcours intégré. Et eux, ils ont pensé en complément un marché qui était un espèce de marché. Alors, c'est un peu péjoratif, je ne trouve pas le terme qu'ils avaient utilisé, mais le mot qui me vient, c'est un peu marché fourre-tout. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu de faire un marché de façon un peu régulière, annuelle, qui soit un peu le marché voiture-balai de tout ce qui serait les nouveaux enjeux non prévus, qui sont imposés un peu par le développement économique ou les mutations économiques. Donc, en disant, il y a toujours des choses qui sont non prévues, et sur lequel on doit pouvoir avoir de la commande. Et donc c'est une commande annuelle un peu fourre-tout. Et c'est prévu en tant que tel, donc ça fait partie de la réflexion. Donc c'est possible de le prévoir, mais voilà, il faut éviter de se retrouver dans des situations où en fait on est en complémentarité sans l'avoir un peu initialement pensé au point de départ. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, je vous remercie. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Bonjour, Bonjour. Michel Toula, comité des sports subaquatiques. Alors, par rapport à ce que vous savez qu'au niveau de la Martinique, nous avons énormément un tissu associatif qui est très très important. Et au niveau de notre comité, nous avons aussi également mélangé un tissu professionnel qui lui aussi constitue à peu près la moitié des opérateurs susceptibles de travailler sur la formation dans le milieu subaquatique en vue du tourisme qui est lié à ce milieu-là. Alors ma question c'est, est-ce que nous en tant que comité, est-ce que nous devons regrouper, comment nous pouvons faire une action qui regrouperait un certain nombre d'opérateurs, aussi bien bénévoles, associatifs, que des opérateurs privés, qui auraient pour but de commencer une formation qui, de toute façon, pour certains, devrait se terminer également en métropole. Donc, ce qui veut dire qu'il y aurait une partie de la formation également qui pourrait se situer dans un autre
voyez les difficultés. Notre territoire. Voilà. Et donc ma question, c'est d'aborder ces deux volets-là. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les opérateurs qui doivent se regrouper eux-mêmes, et là c'est très très compliqué, ou si nous le faisons, comment est-ce que nous devenons, parce que de fait nous devenons nous aussi donneurs d'ordre peut-être auprès de ces opérateurs-là. Alors là on n'est plus... Mais vous n'êtes pas organisme de formation. Juridique. Si, nous sommes organismes de formation, mais au niveau du bénévolat, au niveau du cadre fédéral. D'accord. Voilà. Ensuite, si on doit aller dans le cadre professionnel, il faut passer la main à un autre organisme, et qui parfois va se trouver en métropole. Voilà la question. Alors, sur la première question, ça vous appartient un peu. Enfin, ça vous appartient un peu, et ça appartient aussi à la collectivité en fonction des choix qu'elle fera. La tendance, elle va au regroupement. Et la tendance, elle est indépendante du mode de contractualisation. J'ai beaucoup cité dans la première partie de mon intervention l'exemple de l'Île-de-France, parce qu'ils ont fait des choses très intéressantes en termes de regroupement, justement, redéfinition de leur approche et regroupement de leur programme. Ils sont restés en marché public. Ils sont ni en délégation de service public, ni en habilitation mandatement. Et ça, ils l'ont fait dans le cadre des marchés publics. Donc, cette tendance du regroupement des opérateurs, c'est pour moi une toile de fond, indépendante du mode de contractualisation. L'objectif que recherchent les régions en la matière, c'est que ce soit plus, ce que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit plus fluide pour le stagiaire, et que ça permette de mieux coopérer. Alors après, est-ce qu'il faut les regrouper? D'abord, ça va dépendre de choix de la collectivité. Si la collectivité impose les regroupements, d'une certaine façon, vous n'aurez pas le choix, il faudra le faire. Et quitte à le faire, autant vous êtes préparé à cela. Si ça n'est pas imposé, ça pourrait être fortement incité. Je pense Picardie, ils ont imposé, mais Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils n'ont pas imposé, ils ont incité, par exemple, le regroupement dans leur dernier cahier des charges. Bon. Donc vous pouvez être, sans être obligé de le faire par la collectivité, fortement incité à le faire. Donc nous, on voit bien, il y a des évolutions importantes des tissus d'opérateurs. Et dans les évolutions, il faut se préparer à cette logique de regroupement, de coopération entre opérateurs. Plus vous allez prendre les devants, vous préparer, mieux ce sera. L'optique, c'est aussi d'éviter des mariages forcés, un peu contre nature, et que les choses soient construites et vécues positivement. Mais pour une part, quand même, la décision vous appartient. Je vais prendre un exemple qui est un peu différent. En Nord-Pas-de-Calais, la région n'a pas obligé, elle a incité au regroupement. Mais elle a modifié son allotissement de telle sorte qu'en fait c'était quasiment obligatoire. En même temps, elle a vraiment fait un travail important d'accompagnement en amont pour préparer les opérateurs à ce changement et pour éviter justement ces phénomènes de mariage forcé. Et donc, après, il y a des... Voilà, elle a suggéré un certain nombre d'évolutions, elle a suggéré que les opérateurs définissent ensemble des chartes de partenariat, prennent des habitudes en amont de travailler ensemble, coopèrent et collaborent, réfléchissent ensemble aux modalités pédagogiques, etc. Voilà, donc ma réponse est, ça va dépendre un peu de ce que décide la collectivité en termes de regroupement. La décision elle vous appartient, mais c'est clair qu'on va plutôt vers ces logiques-là, et plus les opérateurs vont s'y préparer, le penser sur le fond, mieux ce sera. La deuxième question, elle est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est une partie du parcours de la personne, elle va se faire sur le territoire de la Martinique et en partie hors. Donc, est-ce qu'il faut commencer à penser des regroupements avec d'autres types d'opérateurs qui sont en métropole, grosso modo? À mon avis, la réponse, elle est de même nature. Alors, juridiquement, personne ne peut vous y obliger, parce que de toute façon, il y aura plusieurs types de commandes. Mais c'est quand même, là aussi, c'est quand même souhaitable. En tout cas, la question, c'est jusqu'où on va dans le regroupement. C'est pas de la fusion d'organismes, c'est se dire, on est plus intégré dans notre travail en commun, et on offre à la collectivité un service qui est du coup meilleur. Voilà. Et j'ai envie de dire, même une collectivité qui va ni imposer ni inciter au partenariat, se placer dans une situation où vous avez appris à travailler avec d'autres opérateurs en complémentarité, c'est une valeur ajoutée de votre offre par rapport à celle des autres. Alors vous êtes plus, voilà, mais c'est aussi ça, c'est de se dire, on a entendu ce qui est un peu des toiles de fond et des évolutions. Donc ça ne sera pas juridiquement obligatoire, ou pas toujours. En même temps, c'est quand même une vraie, c'est un mouvement, à mon avis, important qui
sur lequel vous avez intérêt plutôt à vous positionner en anticipation. Une autre question? Oui, il y a une demande. Bonjour. Alors, dans la continuité de la question du monsieur précédent, je suis en train de penser à tout ce qui est formation dans le domaine culturel, qui relève beaucoup du bénévolat, mais qui offre actuellement d'énormes débouchés. Donc, quelle pourrait être la possibilité que ce type de formation puisse être intégré à ce projet pour permettre justement de donner des débouchés aux jeunes, puisque de plus en plus on en aura besoin dans le cadre des PEDT qui sont mis en place avec les municipalités pour les intervenants dans les écoles, pour les élèves après le temps scolaire. Donc, quelle possibilité il y a à ce niveau-là? Quand vous dites bénévolat, vous parlez de... Enfin, c'est quoi le bénévolat? C'est le stagiaire qui fait ça en dehors de son... Ou c'est des bénévoles, c'est des gens qui vont se former pour devenir des bénévoles qui ne seront pas des salariés. C'est ça? C'est des bénévoles qui vont se former. Ce sont des personnes qui gravitent dans le milieu associatif, qui seront amenés de plus en plus à intervenir dans des milieux, et ça offre des débouchés de formation à des jeunes, et voilà comment parvenir à une professionnalisation, je dirais, à ce niveau-là, dans le niveau culturel. Alors, la réponse à cette question, elle tient finalement à la question des publics qui vont être qui sont les publics des programmes de formation. Par définition, la question des publics qui rentrent dans les programmes de formation financés par la région, c'est une décision qui appartient à la collectivité. C'est une décision qui est très politique, en fait. Quels sont les publics prioritaires, quels sont les publics qu'on veut faire entrer en formation? Ça fait partie des vrais choix un peu stratégiques que doit faire une collectivité. Donc, je ne sais pas ce qui est la règle aujourd'hui. Globalement, on va dire les collectivités, elles ont la compétence pour la formation des demandeurs d'emploi ou des jeunes qui ne sont pas encore insérés sur le marché de l'emploi. Jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Donc à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle insertion professionnelle, c'est ce que dit la loi. Toutefois, rien n'interdit à une collectivité d'élargir le public cible de ces programmes à d'autres types de publics, des bénévoles, voire même des salariés. Il y a des régions, alors qui sont rares maintenant, mais qui ont, je pense à la région Centre, je pense à la région Rhône-Alpes, il fut un temps, qui avait une partie de son programme qui était ce qu'elle appelait le programme PSP, c'est-à-dire promotion sociale et professionnelle. Donc on était bien dans cette idée de promotion sociale. Alors on n'est pas dans la même logique que le volontariat, mais le bénévolat, mais on voit bien un peu les correspondances qui s'adressaient à des salariés en cours du soir finalement. Et donc on n'était pas que sur un public demandeur d'emploi. Cette décision, elle appartient à la collectivité, il n'y a pas d'obstacle. Mais je suppose que ça fait partie de choix et de priorités. C'est-à-dire que, la question pour la collectivité, c'est quels sont ses publics prioritaires et comment est-ce qu'elle les définit. Merci. Une dernière question. Je suis surprise qu'il n'y ait pas de questions sur le mode de financement, de l'habilitation, la compensation, etc. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Allez-y. Bonjour. Donc, je vais poser une question qui est dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous donne une précision concernant. Je m'appelle Serge Bornil et dans mon centre de formation, il est question d'activité canine. En Martinique, il y a beaucoup de maîtres de chiens puisque cette activité est très répandue. La différence, c'est que après la formation, on dit souvent, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je ne vous vois plus en fait. Il y a un problème d'image. Mais je vous entends. Déplacez-vous légèrement vers la lumière. De l'autre côté.
Ouais, c'est bon. Bon, je suis dans la pénombre, mais Voilà, c'est ça. même dans la lumière, on ne verra pas plus. Hein. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, Donc, c'est par rapport, voilà. Vous voyez maintenant? donc, je disais que essayer de donner une explication pourquoi après avoir fait une formation, après que le stagiaire ait subi une formation, cette formation ne sera pas validée, peut-être par rapport à la nouvelle législation, et surtout qu'à la préfecture, on dit à nos stagiaires, ah ben, votre formation n'est pas valable. Alors qu'en gros, ils sont tous obligés de travailler dans l'illégalité. Alors, qu'est-ce qui pourrait apporter une solution favorable à tous ces stagiaires? Merci. Alors, je ne pense pas que la question s'adresse à moi. Parce que, en tout cas, j'ai pas de réponse. En tout cas, si elle s'adresse à moi, je vous en remercie, mais je n'ai pas de réponse. En fait, il faudrait que je sache un peu plus de quoi il s'agit. Je suppose que c'est un problème de certification qui n'est plus reconnu. J'ai compris que c'était par la préfecture. C'est ça? Et donc, je suppose qu'il faudrait poser la question à la préfecture. En tout cas, je serais bien en peine de vous répondre. Parce que voilà. Il faudrait poser la question à la préfecture et comprendre les raisons pour lesquelles la certification n'est plus délivrée ou ils considèrent qu'elle n'est plus, voilà, pour lesquelles elle n'est plus délivrée. Ok, merci. Bon, on prend vraiment une dernière question puisqu'il approche 12h15. La deuxième rangée. N'oubliez pas effectivement de vous annoncer aussi votre structure. Oui, bonjour, Véronique Lefroy, rectorat. Vous avez parlé de regroupement des organismes de formation. Est-ce que vous avez prévu des financements qui seraient liés à un rôle de coordonnateur d'un des organismes ou de sous-traitance aussi, Alors, oui, c'est une question très importante, effectivement, qui s'est retrouvée dans beaucoup de régions. Alors, moi, j'ai parlé de regroupement. J'ai pas dit que c'était une décision qui avait été prise. Mon optique, c'était de présenter un peu le champ des possibles et les thématiques qu'on retrouve de façon régulière dans les exemples d'habilitation, mandatement qu'on a rencontrés en région. Effectivement, la question d'une fonction de coordination, elle est absolument majeure dès lors qu'on pense regroupement, dès lors qu'on pense, y compris dès lors qu'on pense aussi nouvelles missions qui sont autour de fonctions renforcées d'accompagnement des stagiaires, de référents pédagogiques, d'enjeux de meilleure coopération avec les acteurs du territoire. Tout ça, ça relève finalement, ça suppose de penser des fonctions de coordination un peu globale, de la façon dont finalement l'organisme de formation, il noue des relations avec l'ensemble de son environnement. Donc, en fait, il y a deux thématiques pour moi le sujet de la coordination. C'est les relations que l'opérateur de formation doit nouer avec l'ensemble de son environnement. Tout ce qui est la fonction de conseil, appui à la construction de projets. J'aime pas beaucoup parler de notion de prescription, de moins en moins. On voit bien d'ailleurs qu'avec l'introduction du compte personnel de formation, il faut essayer de sortir de ce vocable de prescription qui s'impose en fait, comme si on imposait quelque chose à la personne. Donc je préfère parler de la notion d'appui à la définition de projet, donc mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, etc. Mais aussi les autres acteurs du territoire qui peuvent intervenir, éventuellement un CCAS, des enjeux, une assistante sociale pour accompagner le stagiaire, bref. Donc il y a ces sujets-là, tout ce qui est la coopération voilà, les relations que doit nouer l'opérateur avec son environnement et dans le territoire, mais aussi les nouvelles relations qui doivent se nouer à l'intérieur du groupement entre les organismes pour faire en sorte que les parcours soient fluides. Il ne suffit pas de mettre plusieurs organismes pour que ce soit fluide ipso facto automatiquement. Et puis même, j'ai envie de dire, ça va au-delà. Alors ça suppose de mobiliser des référents pédagogiques, mais là aussi, ce n'est pas ipso facto, ça suppose aussi, on fait coopérer plusieurs opérateurs. Encore faut-il que justement on ait fait un travail on ait repensé, on ait articulé les méthodes pédagogiques de sorte que là aussi il y ait de la fluidité dans les approches. Il ne s'agit pas de faire la même chose tout le monde parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Mais en tout cas de les articuler, de penser ces articulations. Et tout ça, ça renvoie à des fonctions de coordination. Alors, oui, dans la plupart des régions, ça a été, c'est une fonction qui a été mise en avant. Et là, on va retrouver la question. Je m'étonnais du fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé de ce qu'est la compensation. En fait, la logique de compensation, c'est quoi? C'est de se dire, on va compenser les obligations de service public. Donc, dès lors qu'on dit qu'il y a des fonctions importantes demain,
tout ce que je viens d'évoquer, coordination, la coopération, la place dans le territoire, enfin, pardon, c'est pas péjoratif, hein, mais l'ensemble de ce que je viens de développer, il y a des fonctions qui sont liées à ça. Ce qui veut dire que on a des obligations de service public. Ces obligations de service public doivent se décliner et avoir ensuite, être matérialisées dans les coûts que la région va vérifier que l'opérateur a exposés. Mais pour vérifier les coûts, la région elle va aussi vérifier que les grandes fonctions importantes qu'elle souhaite qu'ils soient développées, reprenons notre exemple, enfin le vôtre, hein, la fonction d'accompagnement, la fonction de coordination, etc., est bien mise en place. Donc dans la plupart des régions, les régions elles ont mis en place, elles ont proposé, en fait, imposé aux opérateurs une grille des coûts, en disant voilà pour nous tous les coûts éligibles qui correspondent aux obligations de service public qu'on a identifiées. Tous ces coûts-là sont éligibles et dès lors que vous les avez effectivement exposés, vous serez remboursé, entre guillemets, vous serez compensé. C'est ça le titre, hein, le terme de la loi. Et donc ça suppose d'isoler les principales fonctions. Et donc dans la plupart des régions qui ont mis en place ce système de mandatement, elles ont isolé en tant que telle une fonction de coordination. Alors elles ne l'ont pas toujours appelée coordination, parfois c'est fonction de mandataire, parfois c'est de coordination, mais globalement on retrouve cette fonction de coordination isolée dans la grille des coûts dans toutes les régions qui ont déployé ce système de mandatement. Parce que si on ne le fait pas, enfin si la collectivité ne le fait pas, en fait c'est tout le travail d'articulation et de maillage qui n'existe pas. Donc la réponse c'est, dans tous les exemples qu'en tout cas nous on a été en situation de pouvoir analyser ou d'accompagner, parce qu'il y a on a fait aussi du travail d'études comparées pour un certain nombre de régions qu'on a accompagnées sur ce sujet-là. Dans toutes les régions, ça a été une fonction qui a été reconnue et explicitée en tant que telle. Bien, merci Karine. Donc, merci à vous. Nous allons donc arrêter cet échange puisque pour des questions d'horaire, nous vous invitons pour le déjeuner. Je vous souhaite bon appétit. Encore merci. Bon appétit à vous. Les applaudissements. Voilà. Merci. À très Bonne fin de bientôt. travaux. À bientôt. Merci. Au revoir.